président de l'Assemblée nationale dans la région du Go, précisément à Gagnoa demain jeudi, pour réussir la visite de Guillaume Soro dans la région. Le préfet mobilise les populations de Gagnoa. Deuxième édition du Salon de l'orientation, une plateforme pour informer les bacheliers et les non-bacheliers pour les aider à faire le bon choix. Raquettes, absentéisme, mauvais accueil, vol, lacisme. Le ministre de la Santé, Raymond Boudoukofi, dénonce le mauvais comportement des hommes et des femmes en blouse blanche dans les hôpitaux. Et bienvenue à tous dans votre édition. Le président de l'Assemblée nationale se rendra demain dans la région du Go, précisément à Gagnoa, à l'invitation des chefs coutumiers de la localité pour réussir la visite de Guillaume Soro dans la région. Le préfet mobilise la population. Victorine Yaoyobwe. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Kibafori Soro, sera bel et bien à Gagnoa à partir du jeudi 15 août 2013. Les populations de la région du Go ont été officiellement informées de cette visite par le préfet de région Zikanga Rémy au cours d'une réunion ce mardi à la préfecture de Gagnoa. Cette visite de 3 jours de Guillaume Soro a un seul objectif, renouer le dialogue avec les populations de Gagnoa en vue d'aboutir à la réconciliation. Initialement, c'était sur invitation du collectif des chefs de village qui l'ont invité en vue d'inaugurer leur siège. Le président de l'Assemblée nationale a saisi la perche à lui tendue par ces chefs-là pour se mettre en mission de réconciliation, en mission de la recherche de la cohésion sociale et pour s'adresser aussi aux parents de Gagnoa. De leur côté, les populations de Gagnoa se disent prêtes à recevoir le président de l'Assemblée nationale sur leur sol. Elles sont déjà à pied d'œuvre pour assurer le succès de cette visite. Depuis le 3 juin 2011, les chefs de village de Gagnoa se sont rendus massivement à Yamoussoukro rencontrer le président Bani, président de la CDVR. En y allant, nous avons annoncé notre détermination à aller à la paix et à la réconciliation. Depuis, des actions ont été menées dans les villages auprès des populations. Donc, le président de l'Assemblée nationale qui vient à Gagnoa va continuer notre action. Nous allons nous entretenir avec lui pour qu'il nous appuie et pour que nous nous donnions les dernières informations concernant le niveau de réconciliation dans notre département. Le président de l'Assemblée nationale est annoncé dans plusieurs villages du département, notamment à Mama, village de l'ex-président Laurent Gbagbo. De nouveaux enseignants seront recrutés pour renforcer l'effectif dans les établissements supérieurs publics. Une session de recrutement se tient ces jours-ci à l'université Félix Houphouët-Boigny à cet effet. 500 enseignants sont candidats pour 220 places. Les enseignants qui seront retenus à l'issue de cette session seront connus à partir d'aujourd'hui. Les besoins exprimés en enseignement concernant des filières concernent plutôt des filières juridiques, sciences sociales et informatiques. Serge Gongomé, Chantal Akandan. Sur un besoin de 2284 enseignants exprimés par les universités et grandes écoles publiques, ce sont finalement 220 qui seront mis à la disposition de ces établissements au terme de cette session de recrutement. Le recrutement concerne les universités Peleforo Gon Koulibaly, Korogo et puis Jean-Lorion Guédé d'Aloa. En plus de ces deux universités, il y avait les 3 anciennes. Les 220 postes, dans les 220, dont 200 pour le recrutement nouveau, c'est-à-dire ceux qui veulent entrer dans la fonction publique la première fois, et puis 20 en glissement catégoriel, c'est-à-dire qu'ils sont déjà fonctionnaires, mais ils changent de catégorie. Sont concernés par ce recrutement les enseignants locaux et ceux de la diaspora. Ils doivent déposer des diplômes de haut niveau. Il faut avoir un doctorat ou un PhD ou un niveau équivalent. À défaut, lorsque les besoins des structures se font sentir, peuvent recruter aussi des ingénieurs de conception. Les disciplines prioritaires sont par exemple le droit, les sciences économiques,
où nous avons des déficits extrêmement importants. L'occasion de cette rencontre avec le corps enseignant a permis au directeur de cabinet adjoint du ministère de l'Enseignement supérieur de rappeler à l'ordre ceux d'entre eux qui ne sont pas à leur poste et qui sont pourtant payés par l'État. Démarrée ce mardi, la session de recrutement de nouveaux enseignants prendra fin ce mercredi après des travaux en commission et en plénière. Et l'année universitaire est à sa fin à l'université Nangui Abro-Guadabobo. Le résultat de l'enseignement est jugé satisfaisant. Le président de cette université a fait le point. Il ressort de ce bilan que l'université a été secouée par beaucoup de difficultés. Douad Lazer. Une année académique 2012-2013 difficile mais réussie à l'université Nangui Abro-Guadabobo. Selon le président de cette institution universitaire, professeur Tano Yao, beaucoup de retards ont été observés dans la reprise des enseignements après 18 mois de fermeture pour des travaux de réhabilitation. Les cours magistraux et les enseignements ont pu s'achever le 15 juin 2013. Les programmes des travaux pratiques et le système licence-master-doctorat ont connu d'énormes difficultés dans leur exécution à cause du manque de matériel scientifique et technique indispensable, ce qui a permis de proroger la date des vacances universitaires. Au 3 août 2013, à l'UFR SN, c'est-à-dire l'UFR Sciences de la Nature, tous les enseignements sont achevés et les évaluations faites. À l'UFR STA, l'UFR des Sciences et Technologies des Aliments, tous les enseignements sont achevés et les évaluations faites. En UFR SGE, c'est-à-dire Sciences et Gestion de l'Environnement, tous les enseignements sont achevés. Les résultats de licence 3 professionnelle et Sciences et Techniques de l'eau, de Master 1, de Master 2 ont été proclamés. Résultats satisfaisants. Selon le président de l'université Nangui Abrogua, les concours de passage en seconde année restent à programmer lorsque les quotas seront arrêtés par les universités Félix Houphouët-Boigny de Cocody et d'Alassane Ouattara de Bouaké. Les examens de la seconde section auront lieu en octobre prochain. Une plateforme pour aider les élèves à faire le bon choix. Le salon de l'orientation ouvert hier s'adresse aux bacheliers, aux non-bacheliers, aux étudiants et parents d'élèves pour les aider à faire le meilleur choix. Patricia Oumouetia. Le salon de l'orientation est la grand-messe annuelle des universités, des grandes écoles et des spécialistes de l'orientation. L'orientation a toujours effrayé les parents, mais depuis plusieurs années, ce sont les jeunes eux-mêmes qui s'interrogent sur leur devenir. En fait, je veux me spécialiser un peu dans le droit. Donc, je suis venu pour qu'un conseil approprié puisse en tout cas vraiment me donner des conseils pour que je ne puisse pas vraiment être perdu dans mon orientation. Pour le président en organisation du salon, l'intérêt des parents et des élèves pour les problématiques d'orientation sont croissants. Les préoccupations se manifestent toujours avant le deuxième trimestre de l'année scolaire, ce qui est déjà tardif. Nous voulons offrir aux parents, à tous ceux qui ont eu le bac, à tous ceux dont les enfants n'ont pas pu avoir le bac et à tous les étudiants de tous les niveaux, donc, de pouvoir avoir un large éventail d'informations, de sorte à pouvoir mieux s'orienter et éviter bien évidemment qu'il y ait une orientation, je dirais, fatalement faussée. Les spécialistes de l'orientation indiquent que c'est le moment de venir opérer les bons choix. J'ai reçu une même qui n'a pas le bac, qui m'a dit qu'elle a fait 4 fois le bac, ça n'a pas marché, mais elle ne sait vraiment pas quoi faire. Et quand j'ai essayé d'échanger avec elle, vraiment elle s'est sentie rassurée. Pendant les 2 jours que dure le salon, plusieurs temps forts vont meubler la manifestation, notamment une cérémonie de distinction des bacheliers 2013 avec à la clé des bourses d'études et des comptes bancaires. Et le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle communique que le jeudi 15 août 2013, fête de l'Assomption est déclarée jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. Les gestionnaires des systèmes d'information et de l'administration ivoirienne renforcent leurs capacités. Ils sont à l'école de la Société nationale de développement informatique pour maîtriser le système de la planification et de la budgétisation des projets informatiques. Les explications d'Adama Kone. Faire des directeurs des systèmes d'information de l'administration publique des gestionnaires autonomes manipulant aisément aussi bien l'outil informatique que les dossiers de financement. Telle est la motivation de la Société nationale de développement informatique, SNDI, en organisant la 5e session du cadre de concertation SNDI
DSI, directeur des systèmes d'information. Ces responsables informatiques ont renforcé leurs connaissances en planification, budgétisation et financement des projets informatiques. Ainsi outillés, ils doivent être plus alertes dans la défense de leurs dossiers lors des conférences budgétaires et face aux organismes internationaux de financement. La Société nationale de développement informatique compte participer à travers ces sessions à l'émergence de la Côte d'Ivoire en 2020 en positionnant les outils des technologies de l'information et de la communication comme moteur de développement. Une réunion des raffineurs africains sur la réglementation se tient à Abidjan, au siège de l'Association des raffineurs africains. Ces régulateurs du pétrole réfléchissent sur la réglementation de l'aval pétrolier. Les explications avec Hugues Evebli. Réunis à Abidjan, les spécialistes du contrôle des prix des produits pétroliers, de ce que produisent les raffineries, ont pour préoccupation essentielle la mise en commun d'expériences diverses. Viser une bonne pratique dans le domaine de la distribution et des prix des produits pétroliers. La formation des prix pétroliers. Chaque pays a sa propre politique et je crois qu'aujourd'hui c'est un peu échanger sur ce thème-là, faire partager les meilleures expériences et voir comment il est possible, parce que finalement c'est la meilleure solution, d'appliquer partout où c'est possible de le faire la vérité des prix. Promouvoir l'échange positif d'expériences entre ses membres et améliorer leur performance technique et économique, c'est l'une des missions principales de l'Association des raffineurs africains. Dans cette logique s'inscrit la rencontre d'Abidjan de son groupe de travail Régulation. Elle offre aux spécialistes des différents pays d'échanger les bonnes pratiques en ce qui concerne la régulation dans le domaine du pétrole. Pas exclu de bonnes pratiques communes à tous. Oui, c'est possible parce qu'il y a quelques années, à Dakar, il y a eu la déclaration de Dakar qui a voulu que l'on produise de l'essence sans plomb. Et aujourd'hui, effectivement, tous les pays africains commercialisent actuellement, disons, de l'essence sans plomb. Et donc, on est arrivé à avoir cette politique commune. Les travaux du groupe de travail à régulation de l'Association des raffineurs africains, ARA, à Abidjan, vont durer 2 jours. Raquettes, absentéisme, mauvais accueil, vol, lacisme. Le ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, a rencontré les directeurs des hôpitaux hier. Madame le ministre a une fois de plus tiré la sonnette d'alarme quant au mauvais comportement des hommes et des femmes en blouse blanche dans les hôpitaux. Michel Digré. Le diagnostic établi par le ministre Raymond Goudou Kofi, après avoir sillonné les centres de santé de Côte d'Ivoire, est critique. Les structures sanitaires sont gangrénées par le racket et la fraude. Trop de faits déplorables me parviennent, des faits regrettables, voire indignes de notre corporation. Et cela doit nous interpeller quotidiennement. Si je dois commencer à citer tout ce qui se passe, dont j'ai été moi-même parfois témoin vivant, je vous assure qu'on ne sortirait pas d'ici ce matin. Il faudra mettre des matelas. Pour éradiquer ces maux dans les hôpitaux, le ministre de la Santé entend opérer un traitement de choc. Nous allons briser les différents cartels, ça je le dis. Nous sommes décidés, nous allons briser les différents cartels, aussi bien au niveau de la chaîne du médicament qu'au niveau même des infrastructures sanitaires. Rien ne justifie que l'on raquette un malade alors que l'on sait pertinemment que la guérison d'un malade, l'accueil, n'est-ce pas, contribue à pratiquement 50% dans la guérison d'un malade, de quelqu'un qui franchit les portes d'un hôpital ou d'une structure sanitaire. La pilule sera certainement difficile à avaler pour les agents véreux, mais le ministre de la Santé a été ferme. Les prescriptions mentionnées sur l'ordonnance doivent être suivies à la lettre dans tous les établissements sanitaires. Rigueur, professionnalisme et probité sont à appliquer au quotidien. L'opération de déguerpissement des mendiants et vendeurs ambulants sur les grandes artères et carrefours du district d'Abidjan a été lancée, vous le savez, le 5 août dernier. Le préfet de région d'Abidjan s'est rendu sur le terrain pour faire le constat. Le point avec Serge Gongomé et Chantal Ankanda.
Le carrefour de l'Indénié à Adjamé, le carrefour du canal du Bois à Trècheville, ainsi que celui de Williamsville sont entre autres les grandes intersections routières visitées par le préfet de région d'Abidjan. Ces grands carrefours sont aujourd'hui libérés de l'assaut des commerçants ambulants et mendiants, constate le préfet une semaine après le démarrage de l'opération de déguerpissement des mendiants et commerçants ambulants. Nous faisons le constat que tous les carrefours et les boulevards visités sont aujourd'hui sans encombrement. Nous n'avons vu aucun commerçant ambulant, même les mendiants. Et je pense que chacun a dû comprendre la portée de la décision gouvernementale, que ces commerçants puissent approcher les communes respectives, puissent approcher le comité de suivi pour s'insérer dans des circuits de distribution légaux. Le succès de l'opération est le fait du Centre de commandement des décisions opérationnelles, CCDO, en collaboration avec les commissariats des différentes communes. Nous avons fait un travail opérationnel avec le préfet de police où nous avons déterminé les carrefours importants. À ces carrefours, nous avons assigné certaines unités avec des officiers responsables. La mise en place se fait à 4h30, 5h du matin pour que les vendeurs nous trouvent sur place. Nous levons le dispositif aux environs de 22h. Certes, les principaux grands carrefours ont été débarrassés de ces mendiants et commerçants, mais certains se sont repliés sur des carrefours situés loin du centre-ville. L'arrivée des forces de l'ordre dans ces carrefours au cours des prochaines patrouilles les dissuadera certainement. Et les éléments de la force d'intervention rapide de la base lagunaire d'Adjaké ont mis hors d'état de nuire 4 coupeurs de route. Ils ont été appréhendés sur l'axe Congo-Djansé dans la région du Sud Komoué par les hommes du lieutenant Anno Célestin. 50 motocyclettes volées trouvées en leur possession. 3 d'entre elles ont été mises à la disposition de la gendarmerie nationale d'Adjaké pour nécessité d'enquête. Accès difficile à l'eau potable, routes impraticables, électricité à faible intensité. Le département de Dianra rencontre d'énormes difficultés. Les populations ont le regard tourné vers les autorités pour trouver une solution à ces problèmes. Reportage, Charles Tatou. Érigé en chef-lieu de région depuis juillet 2012, Diarra est une localité dont les populations aspirent encore à l'eau potable. Vraiment, on n'a pas d'eau à Dian. Si c'est la saison sèche, mais vraiment, c'est très difficile. On se promène pour prendre l'eau. Tu vas à 18h, peut-être tu vas te retourner à 20h. Et pourtant, en 2000, le conseil municipal avait construit un château d'eau. Mais l'achèvement des travaux de canalisation tarde encore. Seul recours des populations de cette localité, les pompes villageoises devenues insuffisantes et les puits dont la qualité d'eau reste difficile à boire. Les récentes pluies diluviennes viennent soulager les femmes dans leur corvée habituelle. Outre l'accès à l'eau potable à Diarra, cette localité bénéficie d'une électricité de faible intensité. Un transformateur dépassé par les âges ne supporte plus la consommation qui a triplé au fil des ans. Les populations appellent alors à l'extension du réseau électrique dans tous les quartiers. Sur 43 villages, seule la ville de Diarra, chef-lieu de département, est connecté au réseau électrique national. Moi, où j'ai construit la fil qui est pris pour arriver chez moi là-bas, ça vaut plus de 300 mètres. 300 mètres, tu sais, si on veut faire calcul, je vais prendre cet argent-là même pour construire une autre maison pour que quelqu'un loue ça. À ces difficultés, il faut aussi ajouter les voies d'accès difficilement praticables qui enclavent cette ville carrefour. Se rendre à Diarra est un parcours du combattant. L'état des routes, vous le voyez, bon an, mal an, selon les saisons de pluie, certaines routes sont coupées. Le préfet Bablaise exhorte les filles et fils de ce nouveau département à l'union pour un développement harmonieux de leur localité. Aujourd'hui, l'appel que je peux leur lancer, c'est de se donner la main. À la fin des élections, les différents adversaires se sont serrés la main. Les vaincus ont reconnu leur défaite et ont appelé le vainqueur pour le féliciter. C'est dire que ces fils sont capables de se retrouver, se mettre ensemble pour le développement de ce nouveau département. Les autorités administratives, les élus et les populations fondent leur espoir sur le programme présidentiel d'urgence PPU pour sortir Diarra de sa léthargie.
Les cadres de Djebonois se mettent ensemble pour le développement de leur région. Ils sont unanimes à reconnaître le retard de leur localité, un retard qu'il faut maintenant rattraper au pas de course. Charles Tato. Porte d'entrée de Boaké, chef-lieu de région de Beké, la ville de Djebonois est encore confrontée à des réalités qui freinent son décollage après la longue crise qu'a connue le pays. En effet, la localité est devenue une zone de prédilection de bandits armés qui sèment la terreur sur la voie bitumée. De même, des querelles de personnes minent ces mutuelles de développement. La nouvelle équipe municipale use de stratégies pour l'union et l'attente des cadres de cette circonscription administrative. L'investiture du nouveau conseil municipal initié semble un cadre approprié pour amener les filles et fils de Djebonois à emprunter la voie de cette unité. Djebonois regorge de nombreux cadres, mais nous ne nous connaissons pas. Et nous n'allons pas travailler ensemble. Alors que pour une petite mairie comme Djebonois, nous avons besoin d'entente, de solidarité pour pouvoir faire avancer le développement. Nous avons donc utilisé le prétexte de l'investiture pour faire cette fête de l'unité. Ici même dans ce cadre, nous trouvons dans la demeure du député Djiboya Martine, nous savons la division qu'il y a eu. C'est un symbole. Aujourd'hui, les bailleurs de fonds aident ceux qui se mettent ensemble. Les bailleurs de fonds n'aident plus de façon individuelle. Les bailleurs de fonds aident les associations, aident les mutuelles. Ça veut dire que là encore, pas d'unité. Donc l'unité, c'est un trépied important pour le SA. Et moi, j'ai fait une tournée, et c'est bien ce que le maire vient de commencer. Cette rencontre de l'unité a été aussi une occasion pour les autorités administratives de remettre officiellement à la nouvelle équipe municipale de Djebonois sa part des dons de matériel de salubrité du président de la République aux communes. Il s'agit d'un tracteur de ramassage d'ordures. Avec Justine Djiké, rendons-nous dans la région de Guitry où les producteurs ont fait le bilan de leurs activités, bilan jugé positif. Plus de 1245 tonnes de fèves de cacao collectées, réalisation d'un excédent global de 27 900 000 francs CFA, composé d'un excédent financier de plus de 18 millions de francs CFA et d'une ristourne de 9 500 000 francs CFA octroyée par la société CEMOA à la coopérative des producteurs de café cacao du village d'Anoumabou dans la sous-préfecture de Guitry. Ces résultats satisfaisants enregistrés au cours de l'année 2012 sont à mettre à l'actif des membres de la COPRODA. Le président du conseil d'administration de la COPRODA, Bayala Adama, salue l'ardeur au travail des planteurs du village d'Anoumabou et les encourage à toujours cultiver l'esprit coopératif. Il faut dire que l'excédent de 27 900 000 francs CFA est affecté à la réserve légale, aux investissements et surtout aux dépenses liées au projet de certification UTZ, ce qui permettra à la COPRODA d'engranger des ressources supplémentaires pour la réalisation de projets sociaux au profit des membres, notamment des pompes hydrauliques, des écoles et des centres de santé. Quant au délégué régional du conseil Café Cacao, Ouassa Kone, il exhorte les membres de la COPRODA à faire de la qualité du produit leur leitmotiv pour tirer un meilleur profit de la certification. Dans l'actualité africaine au Mali, le candidat Ibrahim Boubacar Keïta est donné largement vainqueur de l'élection présidentielle. Soumaïla Cissé a admis sa défaite au lendemain du second tour de cette élection. Il s'est rendu chez Ibrahim Boubacar Keïta, son adversaire. Il l'a félicité avant même la publication des résultats officiels. Soumaïla Cissé explique sa démarche au micro de Sylvie Touré, notre envoyé spécial au Mali. Accueil triomphal pour Soumaïla Cissé ce mardi. Ses partisans sont venus nombreux à ce rendez-vous avec la presse. Une mobilisation pour saluer l'esprit démocratique de leur candidat. Soumaïla Cissé a admis sa défaite malgré les preuves de fraude que dit de tenir son parti. J'ai regardé les taux de participation. Tout le monde sait que les taux de participation sont très faibles. Je regarde les taux de participation de Bamako. Au premier tour, il y a eu 57,89% de taux de participation. Au deuxième tour, on est à 57,03%. Vous croyez vraiment qu'on a le même taux de participation? C'est quasiment le même taux de participation à Bamako le 28 juillet que le 11 août. Ça n'effraie personne.
Moi, ça m'effraie. Ça veut dire qu'on peut voter tout simplement en restant tranquillement à la maison. Il n'y aura pas de crise post-électorale au Mali, ni de contestation des résultats, promet le candidat de l'URD. Pour ce qui me concerne, je ne poserai aucun acte. Je ne tiendrai aucun propos susceptible d'affaiblir mon pays ou de porter atteinte à la cohésion de notre nation. C'est au regard de la fragilité de la situation du pays que mes alliés et moi ne souhaitons pas ouvrir une page de contestation et d'instabilité au Mali. Alors nous déclarons solennellement accepter les résultats que le gouvernement proclamera. Je n'introduirai aucune requête auprès de la Cour constitutionnelle. Fini donc le suspense. Ibrahima Boubacar Keïta, alias Ibeka, sera proclamé vainqueur dans les prochains jours. Soumaïla Cissé, désormais soumis champion pour ses militants, l'a déjà précédé dans les honneurs. Et par rapport à cette élection, le président Alassane Ouattara, président en exercice de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, qui effectue un séjour privé en France, a échangé mardi par téléphone avec Ibrahima Boubacar Keïta, auquel il a exprimé ses vives et chaleureuses félicitations, l'assurant du soutien de la Côte d'Ivoire et des États membres de la CEDEAO. Félicitant également le président par intérim du Mali, Dioncounda Traoré, pour l'organisation des 2 tours du scrutin dans les délais requis et dans les conditions de transparence et de paix. Alassane Ouattara a salué l'attachement aux valeurs républicaines et démocratiques de Soumaïla Cissé. Faisons le tour de l'actualité sur le continent. Commençons par le Togo pour parler de la situation sociopolitique. Le président de la Cour constitutionnelle togolaise a proclamé hier les résultats définitifs des élections législatives du 25 juillet dernier. La Cour a rejeté toutes les requêtes introduites par l'opposition et a confirmé les résultats provisoires de la commission électorale. Le parti au pouvoir obtient la majorité absolue à l'Assemblée avec 62 sièges sur 91. L'opposition sera représentée par 29 députés dans le prochain Parlement. L'ancien ministre camerounais de la Santé, Urbain Olanguena Aono, écope de 20 ans de prison ferme. Il a été condamné à Yaoundé pour avoir détourné 80 millions de francs CFA, plus de 120 000 euros, dans le cadre d'un contrat public d'achat de moustiquaires pour des hôpitaux. Ses avocats dénoncent son acharnement politique contre leurs clients et vont se pourvoir en cassation. La grève des transporteurs sénégalais déclenchée lundi n'aura duré qu'une journée. Elle a été suspendue hier soir après avoir paralysé le pays toute la journée. Les syndicalistes dénoncent la volonté du gouvernement d'instaurer un permis à points et de fixer à 30 ans l'âge minimum des conducteurs de véhicules de transport en commun. Le gouvernement a annoncé l'ouverture de négociations avec les syndicalistes. Et en sport, les mondiaux d'athlétisme se tiennent à Moscou, en Russie. Hier, Muriel Aouré, l'athlète ivoirienne, a remporté la médaille d'argent du 100 mètres féminin. Cette 4e journée des compétitions a été marquée par les 1500 mètres dames et la finale du saut à la perche. Sébastien Ognien pour plus de détails. Le drapeau de la Côte d'Ivoire a flotté au stade de Moscou. Muriel Aouré a bien reçu sa médaille d'argent. La première dans un championnat du monde d'athlétisme. 12 août 2013, une date à ne pas oublier. Cette 4e journée a été également marquée par les demi-finales du 1500 mètres dames. Course basée sur l'endurance et la vitesse. Véritable bataille à 1 mètre de l'arrivée entre Bookman, l'Australienne, et Kipgon, la Kenyane. Les deux se qualifient pour la finale. La deuxième demi-finale, les places sont chères. La course devient donc stratégique. On se surveille de très près. Tout s'est donc joué dans le foulée. 4 minutes, 4 secondes, 66 centièmes pour Abeba Aregawi. Le lancer de disque homme a souri au triple champion du monde, Robert Harding. Il ajoute
Après ce dernier essai, un 4e titre à son palmarès. Un dernier jet bien soigné, 69 mètres 11. La 4e journée s'est achevée en beauté avec une médaille d'or au saut à la perche chez les dames. La victoire d'une grande championne, Elena Nzibaeva. Et les Russes, l'expérience a servi, 4 mètres 80. Elle devient pour la 3e fois championne du monde. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité.